Le problème n'est pas là. Francis Gosselin. Ça sonne comme une arnaque. J'ai-tu une bonne logique, moi, là? Mario Dumont. Dis pas que c'est pour faire plus d'argent. La rencontre. Gosselin-Dumont. Bonjour, Francis. Salut, Mario. Alors, la Fed, la Banque centrale des États-Unis, a choisi le scénario de donner un grand coup et donc a baissé hier son taux d'un demi-point. Mais là, ça a parti toute une spirale que là, la Fed aux États-Unis pourrait faire d'autres demi-points, puis que finalement, la Banque du Canada pourrait peut-être y aller aussi à coup de demi-points. Forcément, je t'en avais parlé un peu hier, puis là, il y a d'autres voix qui se sont ajoutées. J'ai fouillé un peu la chose, puis j'étais surpris hier, Mario, parce que j'avais pas statué là, hier. Je voulais pas faire de prédiction sur la décision de la Fed, mais effectivement, ils sont allés pour un demi-point. Et là, hier, évidemment, là, c'était comme la fête là, sur les médias sociaux, comme si on avait annoncé je ne sais trop quoi. Là. Je voulais quand même rappeler là, que quand on a commencé à augmenter le taux directeur aux États-Unis, il était, oui, très bas, là, mais il y a eu Il était en bas d'1%. Il était à 0,50 50 ou 75, ouais, c'est ça. Non, il était même à 0,25, excuse-moi, okay. En mars 2022. Et là, on avait commencé avec une petite baisse d'un quart de point, mais ensuite, Mario, juste pour ceux qui ont la mémoire courte. 3 quarts de point, hein? 4 fois de suite. 4 fois 3 quarts de point. 4 fois 3 quarts de point. On l'oublie. Donc, pour moi, cette baisse d'un demi-point, elle est plus importante que ce qu'on a vu au Canada ces derniers mois. Mais c'est quand même un réalignement qui est pas totalement là, non, c'est juste que aux États-Unis. je me mets dans la peau du public, c'est que la dynamique change. Là. Les taux ont monté, là, on les garde haut. Là, tout à coup, ils vont baisser un petit peu. Et là, c'est comme si en quelques jours, non, ils vont baisser, peut-être plus vite que prévu, peut-être à coup de demi-point. Tout à fait. Puis, ce qui sera une excellente. Ceux qui ont des taux variables là, sont heureux de ces nouvelles-là. Et pour tout le monde, là, pour les gens qui ont des projets d'investissement, des entreprises à démarrer, des projets de capitalisation, etc., c'est une bonne nouvelle pour pas mal tout le monde. Mais la bonne nouvelle, elle vient évidemment avec un petit, un contrepoids, Mario. C'est que la raison pour laquelle on veut accélérer la cadence, puis au Canada, là, ça semble de plus en plus vraisemblable que ça va être cette décision-là qui va être annoncée le 22 octobre. La raison, c'est que ça va pas super bien. Là, on va se le dire. Là, l'emploi aux États-Unis, l'emploi au Canada, la croissance aux États-Unis, la croissance au Canada, il y a des craintes de récession. Et ça, même si on peut se réjouir que ton taux variable va baisser d'un demi%, si tu perds ta job, c'est pas mieux. Là, fait que ultimement, faut pas être trop dans une logique célébratoire parce que c'est un peu la pointe émergée de l'iceberg d'une économie actuellement qui est un peu chancelante. Là. Mais le scénario, à partir de ce qu'on a vu au Canada, de ce qui s'est passé hier aux États-Unis. Par exemple, la prochaine fois que la Fed va parler, le fin octobre, deuxième moitié d'octobre, qu'elle donne un coup d'un demi-point aussi, là, ce qui veut dire qu'ici, on passerait au Québec, au Canada, de 4,25 à 3,75. Tu y crois, ça? C'est pas exclu. Puis je relisais là, les prévisions des différentes institutions financières. On avait beaucoup entendu le chiffre de 3% comme une forme de destination. Là. Pour l'hiver prochain, printemps prochain. Mais écoute, il y a d'autres institutions financières qui ont révisé leurs projections. Là, la CIBC et la TD sont à 2,75 ou 2,5. Et Desjardins anticipe qu'on pourrait baisser jusqu'à 2,25 le taux directeur au Canada. Donc, pour s'y rendre, il va falloir y aller un petit peu plus vite là, que ce qu'on a été habitué. Puis ça, évidemment, encore une fois, une bonne nouvelle pour les acheteurs de propriétés ou ceux qui en détiennent. Les Maple Leafs vont commencer à gagner, d'après moi. D'après moi, c'est Bell qui leur amenait le malheur. La poisse, c'est ça, tu penses? Je sais pas, peut-être qu'il pourrait embaucher Pierre-Carl Pelado comme consultant spécial, vu ce qu'il a fait avec les Alouettes. Là, t'achètes une année, tu gagnes l'année suivante. Parce que Bell est un gros actionnaire de cette organisation là, qui est beaucoup plus grosse que les Maple Leafs. C'est les Maple Leafs, mais plusieurs autres clubs sportifs. Et les Raptors, là, évidemment, qui est une équipe qui a gagné le championnat, les Argonauts. Donc, c'est quand même une grosse entité. Donc, effectivement, ça change de main. Le groupe Rogers, dans le fond, qui possédait à peu près la proportion équivalente là, de 37,5%, met la main sur la part de Bell. Donc, ils détiennent maintenant 75% de ce groupe-là. On va dire qu'ils contrôlent essentiellement le sport à Toronto. Comme tu le dis, évidemment, je sais pas si... Il y a juste les Blue Jays qui ont une autre propriété. Oui, exactement. Je sais pas s'ils savent quelque chose qu'on ne sait pas, mais évidemment, quand tu fais un pari comme celui-là, d'acheter un groupe de plusieurs franchises sportives, c'est parce que tu espères que c'est des équipes qui vont gagner, parce qu'on sait que c'est une grosse partie de la différence. Oui, ça prend de la valeur. Mais les Maple Leafs perdent, l'équipe est une des mieux valorisées de la Ligue. Les Maple Leafs perdent depuis des décennies, ça les a pas empêchés. Quand même, c'est sûr que s'ils pouvaient passer la première ronde de la finale de la Coupe Stanley, c'est des beaux revenus de plus. C'est des beaux revenus de plus, puis ça se traduit par de la valorisation additionnelle. Je pense que ce que Rogers veut faire, c'est essentiellement de fédérer là, justement plusieurs choses autour du sport. Ils ont indiqué aussi dans le communiqué qu'ils souhaitaient faire venir à Toronto des événements d'envergure, donc de
externe pour mousser un peu l'activité sportive, les actifs, etc., créer de l'engouement. Donc, on va voir qu'est-ce que ça donne. Mais dans le cas, parce que là, tu nous parles de Rogers, de la stratégie, celui qui achète, mais dans le cas de celui qui vend, Bell, parce que ça fait une couple d'années qu'on entend l'action de Bell a planté, l'endettement de Bell est terrible. Est-ce que Bell avait besoin de liquidité à ce point-là, d'aller chercher de l'argent? De liquidité, là, pas au point qu'il allait éviter la faillite, mais ce qu'ils ont... Réduire sa dette, mettons? Oui, c'est ça, réduire leur dette. Et ce qu'ils ont dit de leur côté, c'est une forme de recentrage. Ils veulent investir dans les télécommunications, qui est leur force historique. Ils veulent développer davantage leur réseau. Et puis, ils lâchent le sport. Et puis, ils lâchent le sport. Donc, plutôt que d'aller au marché ou d'aller vers de la dette qui est relativement coûteuse encore aujourd'hui, ils préfèrent liquider une activité comme celle-là, la passer à un concurrent, essentiellement. Mais j'ai vu que l'action de Bell avait monté hier. 3,5%. Fait que les actionnaires semblent penser que c'est une bonne décision là, qui a été prise par la direction. Tu t'es penché sur cette analyse sur l'échec des entreprises Québec versus Ontario, là, une comparaison Québec-Ontario. Ouais, ben c'est pas de bon augure là, c'est notre collègue David Decotto qui a fait le gros du travail dans le fond là, mais en fait le Québec a moins d'entreprises que l'Ontario, quand même presque la moitié moins, 44% de moins, mais on fait 2 fois plus de faillites. Et donc ça c'est assez inquiétant. Certains diront que l'économie québécoise est plus diversifiée que l'économie ontarienne, fine, mais il y a quand même un problème de fond. C'est pas la première fois qu'on entend ça. Les Québécois font aussi beaucoup plus de faillites personnelles que leurs équivalents ontariens. Il y a évidemment, plusieurs facteurs. Je pense que la culture entrepreneuriale, le surinterventionnisme de l'État, il y a plein d'éléments là-dedans, mais c'est un vrai problème parce que là, ces entreprises-là qui font faillite, Mario, ça met les institutions financières en difficulté. Des fois, ça met d'autres entreprises en difficulté. Puis là, évidemment, pour les auditeurs, ça met des travailleurs en difficulté. Certains ne seront pas payés. Certains, vont devoir se retrouver rapidement un emploi. Non, mais je pense, par exemple, dans le domaine des microbrasseries, là, la faillite d'un distributeur Triani, qui devait de l'argent à tout le monde. Combien de petites microbrasseries là, disent mais moi j'avais des à recevoir, des comptes à recevoir, j'aurais jamais cet argent-là, ça me met en difficulté avec ma banque. Et comme c'est des entreprises souvent qui opèrent un peu à la limite de la profitabilité, si tu reçois pas un 20 000 ou un 50 000, ça peut faire la différence entre poursuivre les activités et les cesser. Donc encore une fois, c'est dommage là, évidemment de constater ça. Il y a des mesures qu'on pourrait peut-être mettre en place pour atténuer ça. Je sais qu'il y a un programme là, qui a été lancé à Québec, mais qui couvre toute la province, Persévérance entrepreneuriale. Je sais pas si tu connais ça, mais s'il y a des auditeurs qui sont entrepreneurs qui nous écoutent, c'est un programme qui accompagne les gens qui sont pas tout à fait rendus à la faillite, mais qui sentent l'eau chaude. Là, puis donc ça aide à restructurer la dette, à refinancer, à trouver des actionnaires, à couper des fois dans les coûts, générer des ventes. Donc si vous êtes en difficulté comme entrepreneur, mais ça c'est juste à Québec. Non, c'est tout le Québec. C'est basé à Québec, mais c'est pour toute la province. Le Québec, mais c'est pas si connu. C'est connu dans le milieu des PME, là, mais effectivement, comme c'est pour ça que j'en parle ce matin. Oui. Ça mériterait d'être davantage connu. C'est Nathalie Riverain là, qui est une consultante assez connue là, qui a lancé ça. Et redis-le, ça s'appelle comment déjà? Persévérance entrepreneuriale. Entrepreneuriale. Francis, merci. Ça fait plaisir. À demain.